Mesdames et messieurs, bonjour, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Sommet de Beyrouth, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf a pris part donc au sommet économique arabe. Et à Djibouti, une journée porte ouverte a été organisée au centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le centre Mahatma Gandhi. Et Berlin et Beijing renforcent la coopération financière. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce week-end une délégation de haut rang conduite par le Cheikh Mansour Ben Moussallam, président de la Fondation pour l'aide à l'éducation. Les membres du bureau et les collaborateurs du président ont participé à la rencontre axée sur les missions de la Fondation pour la promotion du concept de l'éducation équilibrée et inclusive pour tous. La République de Djibouti est à l'avant-garde dans ce concept et plus encore, les enfants réfugiés sont intégrés dans le système éducatif national djiboutien. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue au Cheikh Mansour Ben Moussallam et a promis que l'institution parlementaire djiboutienne sera aux côtés de la Fondation pour la réussite de sa mission et de ses activités éducatives aux groupes vulnérables et défavorisés, à l'instar des enfants réfugiés qui auront la même chance d'apprentissage. Et le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont signé jeudi une convention de partenariat avec le président de l'Education Relief Foundation, le Cheikh Mansour Ben Moussallam. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Éducation nationale en présence du secrétaire général du MENFOP ainsi que de nombreux cadres et responsables du MENFOP et du MENSUR. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a exprimé ses sincères remerciements au président de l'Éducation Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, pour cette visite à Djibouti et l'engagement pris à travers cette convention visant à développer une éducation inclusive et équilibrée. Le ministre a souligné que la semaine de visite officielle du président de l'ERF a été couronnée de succès avec la signature de cette convention qui ouvre la voie à une étroite collaboration afin de parvenir à une éducation inclusive et équilibrée. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est dit heureux de signer cette convention de partenariat avec son collègue de l'Éducation nationale et le président de l'ERF. Il n'a pas manqué de féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour avoir facilité la visite dans notre pays du Cheikh Mansour Ben Moussallam. Dr Nabil Mohamed Ahmed a également félicité le président de l'Education Relief Foundation pour sa disponibilité et son engagement auprès de Djibouti dans le domaine de l'éducation. Et le président de l'ONG Education Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, a effectué une visite au centre de recherche, d'information et de production du ministère de l'Éducation nationale, le CRIPEN, mercredi. Le visiteur donc de marque a été reçu avec les honneurs dus à son rang par le directeur général Saïd Nour Hassan et les différents responsables du centre. L'occasion pour le patron du CRIPEN de présenter le centre à travers son parcours et son histoire, ses rôles et missions, ses réalisations et ses nouvelles vocations au service de l'éducation nationale. Cheikh Mansour Ben Moussallam a suivi avec intérêt l'exposé de Saïd Nour et qui l'a par la suite conduit au centre de documentation et d'information où trônait donc l'essentiel des manuels scolaires conçus et élaborés par le CRIPEN, ce qui a suscité un vif intérêt au président de la Fondation pour l'aide à l'éducation qui n'a pas résisté à l'envie de s'en procurer un échantillon de plusieurs manuels scolaires faits maison. Après le CDI, la visite s'est poursuivie dans le studio de production des émissions de la radio scolaire éducative du CRIPEN où le visiteur a reçu les explications du directeur de la communication avant de suivre une démonstration d'enregistrement et de diffusion d'une de ces émissions par les soins des techniciens de la RSE. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé au 4e sommet arabe qui s'est tenu à Beyrouth, au Liban, du 18 au 20 janvier. La réunion donc a été consacrée à l'examen des points au projet donc d'ordre du jour du sommet qui comprend 27 points traitant de toutes les questions économiques et sociales arabes soulevées par la session extraordinaire du Conseil économique et social réuni le mois dernier au siège de la Ligue arabe. Lors du 4e sommet arabe pour le développement économique et social, les ministres arabes des Affaires étrangères à Beyrouth ont convenu que l'économie, la sécurité et la stabilité sont des facteurs nécessaires à la promotion du monde arabe et ce, uniquement par le biais de plans et de stratégies de coordination entre les pays arabes.
Et le ministre djiboutien des Affaires étrangères, chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, s'est exprimé lors de cette réunion des ministres arabes des Affaires étrangères et de l'économie afin de débattre de l'agenda du sommet sur le développement, que les conditions dans notre pays arabe exige donc que nous les affrontons à travers le développement de mécanismes d'action communes pour réaliser ce que nous souhaitons et prendre des mesures pour répondre aux aspirations, a-t-il indiqué. Nous espérons que le sommet actuel constituera une étape importante dans la réalisation de cet objectif, a-t-il déclaré. La crise des réfugiés dans le monde arabe a besoin de solutions radicales pour leur retour dans leur pays, que la crise des réfugiés dans le monde arabe nécessite une pause sérieuse et de solutions radicales et encourage un retour décent dans leur pays d'origine grâce à un plan délibéré et à la création des conditions d'un tel retour, a-t-il déclaré, de la nourriture pour les pays arabes en crise. Fin de citation. Également dans l'actualité nationale, initier les jeunes djiboutiens à l'esprit de l'entrepreneuriat. Tel était l'objectif de la journée porte ouverte initiée par le centre d'incubation, communément appelé centre de leadership et de l'entrepreneuriat. La suite dans ce commentaire de Saïd Halatou. Initier aux jeunes à l'esprit de l'entrepreneuriat, c'était l'objectif de la journée porte ouverte, organisée par le centre d'incubation, autrement connu, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Ce premier contact avec les jeunes et leurs responsables était de susciter en eux la fibre du self-made, d'éveiller leur curiosité et de leur montrer que la voie de l'entrepreneuriat est une piste d'avenir prometteuse. Une projection de Jack Ma, le géant du e-commerce chinois, et des explications précises sur des notions comme la persévérance, le leadership et une culture de l'entrepreneuriat qui accepte le droit à l'échec ont été à l'ordre de cette journée porte ouverte. Les formateurs et les cadres n'ont ménagé aucun effort à épater ces jeunes novices à l'esprit d'entreprise pour faire d'eux les leaders de demain. Pourquoi on a organisé cette journée porte ouverte, ces deux journées porte ouverte? C'est d'abord parce qu'on a vu qu'il y avait un engouement autour du centre. Il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions par rapport à nous, qui nous sommes, ce que nous proposons comme service. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette journée porte ouverte. Nous avons remarqué qu'il y a énormément de professionnels qui sont intéressés par notre centre. C'est ce que les statistiques disent. Il y a également aussi des étudiants qui se sont inscrits. Les jeunes ont visité les différents locaux du centre, notamment la salle d'innovation équipée des derniers matériels tels qu'une imprimante 3D, mais aussi des drones et autres. Ce centre va offrir un écosystème favorable à même faire clore les génies, les idées et les projets innovants, tout en changeant les mentalités et orienter la jeunesse vers l'univers des startups. La directrice du centre, Mme Oubahmalo, a souligné que pour avoir l'excellence, il faut se doter des niches de compétences et d'une approche complète, cohérente et ciblée. Population jeune dans le monde et surtout en Afrique est en forte croissance. C'est les jeunes en âge de travailler. Et ça peut être, comment dire, une opportunité, comme ça peut être une charge. Mais comment rendre ce challenge en opportunité? C'est en créant des emplois. Et c'est tout le sens du CLÉ aujourd'hui, parce que le CLÉ veut créer des emplois à travers, en fait, il en a cette ambition de créer des startups et que ces startups-là soient un levier pour la création d'emplois. C'est-à-dire des jeunes qui, eux, vont pas se tourner à aller travailler dans les institutions publiques, mais plutôt avoir leurs propres entreprises et à employer d'autres jeunes. Inauguré par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le centre Mahatma Gandhi est le sésame pour les porteurs de projets novateurs, qui va les aider à faire grandir leur idée jusqu'à ce qu'elle passe le cap de la gestation vers un produit qui est l'entreprise. Santé à présent, en partenariat avec le ministère de la Santé, une mission médicale coréenne vient de lancer les activités de la caravane médicale en faveur des réfugiés yéménites du camp Markazi à Obok. En effet, donc, cette mission coréenne en provenance d'Addis Abeba est composée d'un pédiatre, d'un dentiste, d'un physiothérapeute et de plusieurs autres spécialistes, ainsi que d'un lot conséquent de médicaments. Pendant 3 jours et sous la coordination du ministère de la Santé, l'équipe médicale coréenne va prodiguer soins et assistance aux réfugiés ainsi qu'à la population locale. Rappelons que la mission a également entamé une visite de courtoisie chez le préfet de la région d'Obok en compagnie du médecin-chef de la région, Dr Ibrahim Mohamed Imbio, et du coordinateur de l'ONARS, Hussein Chardi.
Et nous restons dans le nord du pays. Après Obok, direction Tadjoura, l'association d'entraide et de la solidarité pour le développement du village de Kalaf a organisé une cérémonie d'inauguration d'un réservoir d'eau dans le village de Kalaf, un projet réalisé par l'entreprise locale qui a été donc financé par l'armée italienne stationnée à Djibouti. À leur arrivée au village, l'armée italienne, donc à la tête du commandant Antonio, est accueillie donc par le vice-président du conseil régional Abdelkader Omar, le président de l'association Dilani Hassan et le chef du village, ainsi que par des Okal. Le chef du village a remercié l'armée italienne qui a financé ce projet. Le bassin permettra aux habitants du village l'adduction d'eau potable, surtout de lutter contre la pénurie d'eau. Quant à l'armée italienne, ils ont remercié donc la population du village pour leur chaleureux accueil. Également, se sont réjouis du travail du jeune entrepreneur membre de l'association pour son sérieux. Enfin, le président de l'association et le chef du village ont remis en guise de remerciement des cadeaux au chef de l'armée italienne stationné à Djibouti. Du réservoir d'eau de Kalaf pour ce travaux qui a été bien fait, je les remercie infiniment. L'armée italienne est toujours présent dans nos villages, surtout dans beaucoup de localités. Moi, je les ai vus à Kalaf, je les ai vus à Bouya, je les ai vus partout. Ils font des travaux formidables. Je tiens aussi à souligner que la base italienne qui est à Djibouti n'est pas à son premier contact avec la population de toute la République de Djibouti. La coopération djibouto-italienne ne date pas d'aujourd'hui. Nous le remercions pour tous les travaux qu'ils ont fait à travers toutes nos localités au profit de nos gens. La coopération avec l'Italie, ce n'est pas une chose nouvelle. De la coopération de l'Italie, du peuple italien, de l'armée italienne avec les amis qui vivent ici en Kalaf, en la région de Tadjoura. Vous êtes pour nous des amis, une grande famille aussi pour les Italiens qui sont ici. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, le stade de Goulet a abrité hier après-midi une journée porte ouverte organisée par la Fédération djiboutienne de Dakaïtorio. Plusieurs adeptes de cette discipline nationale d'art martial ont bénéficié de cette formation dans sa variante de combat self-défense, notant que plusieurs cadres de l'administration qui ont pris part à cette journée se sont déclarés fiers d'avoir pris part à ce stage VIP qui leur a permis de découvrir donc cette belle discipline à travers des techniques assez simples de self-défense. Ils ont donc recommandé l'organisation d'un tel stage de façon fréquente afin de permettre une meilleure vulgarisation de ce sport national. Et nous sommes en train d'assurer un stage VIP initié par le grand maître Sensei Lauta. Ce stage a pour objectif de self-défense pour les grandes personnes, des hautes personnalités qui se trouvent dans des bureaux, dans la rue. Ce sont des gestes ici qu'on donne, des gestes simples, précis et efficaces qui peuvent sauver des vies. Et nous invitons à toute personne qui souhaiterait partager ces beaux moments avec nous de venir au stade Hassan Goulet. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale. La République démocratique du Congo a rejeté la demande de l'Union africaine de retarder l'annonce des résultats définitifs de son élection présidentielle contestée. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Le décompte final pour l'élection du 30 décembre, qui a été entaché de violences généralisées et d'allégations de fraude, doit être publié une fois que la Cour constitutionnelle aura statué sur les contestations des résultats provisoires, notamment de la part du chef de l'opposition et du finaliste électoral Martin Fayoulou. La décision du tribunal est attendue plus tard aujourd'hui. Mais l'Union africaine a appelé donc jeudi, après une réunion à Addis Abeba, au report des résultats définitifs, aggravant ainsi la tourmente d'un processus post-électoral destiné à apporter le premier transfert démocratique du pouvoir au Congo en 59 ans d'indépendance. C'était dans les titres. Berlin et Beijing renforcent la coopération financière. L'Allemagne et la Chine ont annoncé hier la signature de 3 accords renforçant leur coopération dans le secteur financier et ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'elles souhaitaient donc lutter conjointement contre le protectionnisme. Ces accords ont été signés dans le cadre d'une visite de 2 jours du ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, qui devait rencontrer le Premier ministre chinois Liu He et de plaider donc en faveur d'une plus grande ouverture du marché
marché chinois, notamment dans les secteurs de la banque et des assurances. Les deux parties ont réaffirmé qu'elles renforceront leur politique de coordination macroéconomique et de coopération pragmatique dans les secteurs budgétaires et financiers et élargiront ainsi leur coopération stratégique. C'est ce qu'a indiqué le communiqué conjoint de la réunion. Les relations bilatérales entre Berlin et Beijing sont marquées par une certaine incertitude en raison du différend douanier actuel entre les États-Unis et la Chine. Les Allemands et les Chinois déclarent vouloir manifester leur attachement au multilatéralisme. Et enfin, la Maison-Blanche a annoncé un accord entre Washington et Pyongyang pour un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux chefs d'État doivent une nouvelle fois se rencontrer vers la fin février. Le prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu vers la fin février, a annoncé hier la Maison-Blanche sans préciser le lieu de la rencontre. Le président est impatient de rencontrer le président Kim dans un lieu qui sera annoncé ultérieurement, a annoncé Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif à l'issue d'une rencontre de 90 minutes dans le bureau ovale entre Trump et le bras droit de Kim Jong-un. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés pour la première fois le 2 juin 2018. C'était à Singapour. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.